Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 11e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïssata. Et moi, c'est Laurence. Laurence, est-ce que tu t'es fait vacciner pour le Covid? Non. On n'est pas en train de vous vacciner en masse dans vos pays. Qui demande-tu à la police? Ah, oui. C'est la police des vaccinés. Depuis quelques jours, depuis une semaine, jour pour jour, je fais la police des vaccins Covid. Moi, je ne suis pas dans la street comme vous. Hein. Je suis à la maison. Mais c'est chez vous qu'il y a le Covid. Donc, pour... Please. Moi, je me confine, je respecte les règles. Et je ne sais même pas si on est déjà arrivé à mon âge. J'ai cru voir qu'au Canada, pendant le mois de mai, tout le monde sera éligible pour aller se faire vacciner. Mais la raison pour laquelle depuis lundi, je fais la police, c'est que moi-même, je suis allée me faire vacciner lundi dernier. J'ai fait ma première dose. Non, dose. tu es à moitié vacciné. C'est ça, j'ai fait ma première dose. Et les gens qui n'ont même pas une demi-dose. Non, parce que tu fais la police quand tu as seulement la moitié. Oui, je fais la police. J'ai ma première dose d'AstraZeneca. Connaisseur connaît le vaccin qui a fait le plus trembler toute la Terre. Donc, si je deviens bizarre, sachez que c'est AstraZeneca. Est-ce que tu es sûr que c'est le vrai AstraZeneca que vous avez là-bas? Écoute, oui. Les gens sont convaincus qu'on veut les empoisonner. Le problème avec les théories du complot et tout, c'est chiant quand il y a des choses qui prouvent qu'il y a effectivement des faux vaccins qui circulent. C'est ça qui est chiant, parce que j'ai vu des vidéos qui parlent de faux vaccins qui circulent au Nigeria, de doses qui ont été interceptées, je pense, en Afrique du Sud, etc. Donc, il y a des faux vaccins. Mais moi, je pense que, en tout cas, j'espère, parce que je n'ai aucune certitude, que j'ai reçu le vrai vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rumeur de faux vaccins en Côte d'Ivoire. C'est une rumeur qu'il n'y a que dans quelques pays. Ça m'a poussé à faire un peu de recherche sur le vaccin parce que j'avais beaucoup de doutes avant d'aller me faire vacciner, mais je ne suis pas allée par obligation, mais je suis plus allée parce que je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que je le fasse parce que je déménage bientôt aux États-Unis et puis là-bas, ils sont en campagne pour vacciner toute la population. Donc, soit je me vaccine ici en Côte d'Ivoire, là où je maîtrise le système de santé, là où c'est facile en fait à naviguer, ou alors je vais essayer de comprendre le système de santé américain. Flemme, pas envie. Attends. C'était quoi tes doutes? Je pense que j'avais les mêmes doutes que tout le monde, c'est-à-dire mon doute principal était basé sur le fait que le vaccin est tellement nouveau, il a été développé tellement vite que quels que soient les effets secondaires que les laboratoires pharmaceutiques nous communiquent, je me disais qu'il y en avait peut-être qu'ils ne connaissaient pas encore. Parce que d'habitude, ce sont des choses qu'on teste sur un long nombre d'années. Donc, une pandémie qui n'a même pas encore 2 ans, qui a déjà un vaccin, pour moi, je me dis, imagine dans 10-15 ans, il y a un effet secondaire qu'on découvre trop tard et avec une majorité de la population vaccinée et puis on se retrouve tous avec le visage penché ou bien on a un 6e doigt qui pousse, des trucs comme ça, quoi. C'était ça ma crainte principale. Ma deuxième crainte aussi, qui a été un peu alimentée par la psychose qui a eu lieu autour du vaccin AstraZeneca quand il venait d'être sorti, c'était justement toutes les craintes liées aux effets secondaires immédiats, genre des caillots de sang, etc. Parce que quand le vaccin AstraZeneca est sorti, il y avait genre quelques cas de gens qui avaient fait des embolies pulmonaires, qui avaient des caillots de sang, et il y a certains pays... Je pense qu'il y a eu des morts même. Il y a eu des morts, exactement. Et donc, il y a des pays qui ont même arrêté les campagnes de vaccination avec ce vaccin à l'époque. Avec le temps, maintenant, j'ai fait un peu de recherche avant d'aller me faire vacciner. J'ai compris que quand tu regardes le pourcentage de personnes qui avaient ces effets secondaires, il était plutôt minime. C'est juste que comme le vaccin venait de sortir, chaque moindre truc qui se passait par rapport au vaccin, tout le monde paniquait, on traitait ce vaccin-là comme s'il était hyper unique, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas uniques au vaccin du Covid, mais tout d'un coup, on a oublié ce que ça fait de se faire vacciner pour la tuberculose, le choléra, etc. On est en mode, oh my God, le vaccin du Covid, quand tu finis, tu auras mal à la tête, c'est la fin du monde. Il y a des risques d'embolie pulmonaire, c'est la fin du monde, alors que je sais pas, il y a des trucs comme la contraception pour les femmes ou les tampons, etc., qui ont des risques peut-être même plus élevés dans ce genre de choses. Et l'autre chose qui m'a poussée aussi à aller me faire vacciner, j'ai vu que déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se faisaient vacciner. Donc, c'est pas bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se fassent vacciner. Mais moi, je me suis dit, c'est super parce que ça veut dire que je vais pas faire la queue quand je vais aller me faire vacciner. Mais est-ce qu'ils en parlent à la télé? Est-ce que vos ministres se sont fait vacciner à la télé et tout? Pour être honnête, je regarde pas la télé. Donc, je ne sais pas. Mais je ne pense pas parce que j'ai pas l'impression que la majorité des gens est au courant de comment ça fonctionne. Je lisais et puis ça c'est quelque chose qui arrive partout en Afrique. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de doutes et qui ne comptent pas se faire vacciner. Mais c'est clair, et c'est normal même, parce que le corps noir a une mémoire de tous les tests qui ont été faits sur leur corps, de tous les vaccins qui ont été testés sur leur corps. Donc,
en tout cas, je peux juste parler pour la communauté, là, parce qu'il y a aussi des Blancs qui ont des doutes et personne n'en parle. Ouais. Mais en tout cas, en termes de la communauté noire, je pense que c'est justifié. Et c'est justement le rôle de l'État ou des communautés dans lesquelles ils sont, de les rassurer, de prendre le vaccin, en fait. Donc, c'est pour ça que je considère qu'il y a des populations qui demandent une attention particulière ou un angle éducatif particulier, parce qu'en effet, il y a des faits historiques qui prouvent que, voilà, on a été dupé plusieurs fois par ces vaccins. Donc, les gens sont dans leur... C'est légitime. Sans compter que dans le contexte africain, en fait, il y a des gouvernements qui sont douteux. C'est fou parce qu'on nous demande d'aller prendre un vaccin d'un gouvernement ou d'un État qui ne fait rien pour nous et en qui on n'a pas confiance, en fait. Le vaccin, c'est la confiance. Je comprends ce que tu veux dire. Si je n'ai pas confiance dans le système, dans les élus que j'ai autour de moi, ben, je ne prends pas ce vaccin. Je pense que... En tout cas, la perspective d'un local, en fait, c'est compréhensible, selon moi. Bon, après, moi, je pense que j'aurais compris ça si c'était un vaccin ou un traitement qui était destiné uniquement à la population locale. Là, c'est pas comme si on demande de tester le vaccin uniquement sur des Africains ou sur des Ivoiriens, etc. C'est le même vaccin qu'on prend dans plusieurs autres pays. C'est pas nécessairement le même parce que, par exemple, au Cameroun, ils ont acheté le vaccin chinois. Ils ont acheté aussi le vaccin... Certains pays africains aussi ont acheté le vaccin de l'Inde. Oui, mais ce ne sont pas des vaccins. Aussi, ça aide à alimenter cette perspective de est-ce qu'on a la même version? Parce que ma tante m'a dit la même chose, puis j'ai rigolé. Mais après, je suis allée regarder, puis je suis comme ah, c'est pas le vaccin, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, peut-être c'est différent parce que vous avez le vaccin AstraZeneca. Il y a plusieurs pays en fait qui ont acheté d'autres vaccins de pays. Voilà quoi. En fait, ce qui s'est passé avec l'Afrique, c'est que l'OMS a fait un programme qui s'appelle COVAX. Et le but du programme, c'est de distribuer un certain nombre de vaccins aux pays africains pour que environ au moins 20% de la population africaine soit vaccinée. Et dans COVAX, si je ne me trompe pas, ils distribuent principalement le vaccin AstraZeneca. Donc la majorité des pays qui ont fait partie de ce programme et qui ont adhéré, parce qu'il y a des pays qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas, genre la Tanzanie, eux, je ne les comprendrai jamais, ils sont en déni total, ils ne veulent juste aucun vaccin. Je pense que là, ils sont en train de changer leur position. J'ai vu des articles passer récemment. Mais... Ouais, ils ont mis en place une unité spéciale pour la Covid, mais ils n'ont encore rien dit, donc on va voir. Mais il y a des pays qui ont décidé de ne pas faire partie de ce programme et d'acheter leur propre vaccin. Mais même en achetant leur propre vaccin, en ce moment, de ce que je sais, il n'y a aucun pays qui utilise un vaccin qui n'est utilisé nulle part ailleurs. Donc même si tu achètes le vaccin chinois, il est aussi sûrement utilisé en Chine. Si tu achètes le vaccin indien, il est aussi sûrement utilisé là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des vaccins qui sont uniques aux communautés africaines. Parce que même à travers le monde entier, tout le monde n'utilise pas le même vaccin. Même à l'intérieur des États-Unis, ils n'utilisent pas tous le même vaccin. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le fait que le problème, à mon avis, c'est que les campagnes de vaccination sont mal faites parce que les gouvernements n'ont pas l'air d'être en train d'essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce que le vaccin, comment ça fonctionne, quels sont les bienfaits, pourquoi se faire vacciner. Est-ce que tu as vu la vidéo qui a fait le buzz? C'était un argument bancal, mais que j'ai trouvé hyper pertinent. Je pense que la vidéo d'un contributeur qui allait... Ça se passe au Cameroun, mais je pense que ça témoigne quand même de l'état d'esprit de plusieurs. Il allait à la télé pour dire qu'on avait des fonds pour la gestion de la COVID qui ont été détournés. Le FMI a demandé une reddition des comptes et tout et tout. Et là, depuis que les vaccins sont arrivés, dans un pays où on détourne absolument tout, et ça, c'est vrai. On a détourné le riz qui avait été donné, le riz d'orca qui avait été donné pour... Je ne me souviens plus quelle population ça a été détourné. Le riz. On avait donné, comme j'ai mentionné, l'argent de la COVID. Apparemment, ça a été détourné. Donc, ils posaient la télé pour demander, alors, pourquoi vous ne détournez pas les vaccins qui sont arrivés depuis? Pourquoi les vaccins, en fait, sont en libre circulation? Ça veut dire que dans un pays où on détourne tout et que ça, c'est pas détourné, ça peut indiquer qu'il y a un problème. Normalement, si les choses se passaient dans la norme des choses, ce vaccin-là, dans le contexte camerounais, il y aurait eu une certaine élitisme autour de ce vaccin, de la façon qu'il serait distribué. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, après, tout ce qui est théorie du complot, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le vaccin et tout, honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux même pas dire non, c'est faux, il n'y a rien, je ne sais pas. Mais je pense que le vaccin, en fait, de la COVID, c'est un de ces seuls trucs où, quel que soit le niveau social, le niveau d'éducation, etc., il y a un bon nombre de personnes qui ont des doutes. Donc, que tu parles à un ministre ou que tu parles à une vendeuse au marché, ils ont chacun des doutes qui sont fondés parce que ça tourne toujours autour de c'est trop nouveau, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on aimerait attendre. Donc, je pense que c'est pour ça que même les élites ne se ruent pas pour se faire vacciner. Je ne pense pas que ce soit parce qu'on ait des faux vaccins, je pense que c'est parce que les circonstances font que le truc est tellement nouveau pour tout le monde, c'est tellement rapide. Et la vérité aussi, c'est que les informations évoluent par rapport au vaccin tellement vite que
tout le monde n'a pas le temps d'être tout le temps à jour avec les informations. Et on sait tous aussi que la COVID, depuis son arrivée, est source d'intox et de désinformation intense. Donc, si tu mets tout ça ensemble, un truc qui est incertain, des informations qui évoluent vite, plus beaucoup d'intox, je pense que même au niveau gouvernemental, il y en a qui sont pleins d'intox et qui ne savent pas, quoi. Et surtout quand tu même vois s'il y avait un problème, je ne crois pas qu'ils allaient nous dire. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde est rentré dans une campagne de vaccination parce qu'on veut sortir. Moi, la seule raison pour laquelle j'encouragerais des gens à se faire vacciner, ça dépend en fait des plans des gens. Moi, ma réalité est que je vais quelque part où bientôt, si tu n'es pas vacciné, tu n'auras pas accès à un certain nombre de choses. Donc, par anticipation par rapport à ça, je suis allée le faire. Et puis, la deuxième réalité aussi est qu'on a un certain nombre de vaccins en ce moment en Afrique, mais on ne les aura pas pendant longtemps parce que déjà, le seul nombre de vaccins qu'on a, c'est hyper mal géré. Donc, il y a beaucoup de gaspillage qui a lieu. Ils n'arrivent pas à garder les cycles de froid. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui se gâtent. Il n'y a pas assez de personnel qualifié pour vacciner les gens. Donc, ça fait qu'il y en a beaucoup qui vont expirer ou qui ont déjà expiré. Vu qu'on n'achète pas de vaccins et qu'on n'en produit pas sur le continent, il y a un moment où le vaccin va devenir assez mainstream pour que tout le monde veuille se vacciner, mais qu'il n'y en ait pas assez. Et c'est là où justement les élites vont commencer à détourner, se l'accaparer, etc. Donc, je trouve qu'il est intéressant pour ceux qui peuvent et ceux qui n'ont pas trop peur d'essayer de le faire maintenant, en fait. Parce que bientôt, ça va devenir une denrée rare. Et puis, quand les pays occidentaux auront vacciné toute leur population et qu'ils vont un peu s'en sortir, c'est là maintenant que nous, on va commencer à galérer parce qu'on n'arrive pas à vacciner tout le monde. Et puis, le plus marrant dans tout ça, hein, c'est qu'on le sait tous, mais ce vaccin ne nous empêche pas d'avoir la COVID. Moi, je connais des gens qui sont fait vacciner, qui l'ont eu. C'est juste que ça aide à ne pas tomber malade trop gravement. Donc, on reste à risque. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas changer en termes du port de masque, limite du nombre de personnes dans des rassemblements et tout. Je pense qu'il y a des choses qui vont rester quand même. C'est marrant de voir à quel point le vaccin pour la COVID a été développé hyper vite parce que ça tue une population globale et principalement, excusez-moi de le dire, mais une population blanche. Donc, on a développé le vaccin hyper vite. Mais quand on pense, par exemple, à la deuxième chose dont je voulais parler, qui est encore un vaccin, le paludisme, dont le vaccin est encore en développement. Et puis, le paludisme, ça ne date pas d'hier. Je ne peux même pas dater l'arrivée du paludisme. C'est une maladie qui a toujours été là. Je ne vais pas l'expliquer. Hein. C'est une maladie qui est causée par les moustiques, donc qui est présente que dans certains pays tropicaux, là où il y a ce genre de moustiques qui peuvent donner le palud. C'est seulement maintenant, genre quand je dis maintenant, la semaine dernière, qu'on nous a dit qu'il y a un vaccin qui est potentiellement bon pour le paludisme parce que c'est le premier dont les tests donnent un niveau de satisfaction assez élevé. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça prend 10 000 ans et oui, appelez-moi complotiste ou etc., mais c'est uniquement parce que ça ne tue pas des populations blanches ou une population globale. Ça ne tue principalement... Genre 95% des cas de paludisme sont en Afrique. Donc, quand ça meurt en Afrique, on s'en fout un peu. J'ai beaucoup entendu cet argument quand justement cet article sur le vaccin contre le palu est sorti. Plus j'y pense, ça peut être justifié. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que je trouve qu'on a quand même tendance à infantiliser ou à ne pas rendre responsables nos dirigeants. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le rôle de chaque pays de protéger ses citoyens. En fait. Ah, mais oui, à 100%. Et si on sait que le paludisme affecte nos populations en majorité et qu'on se plaint de l'Europe, des États-Unis, de la France, parce qu'ils ne se mêlent pas de leurs affaires, c'est à nous de prendre le contrôle scientifique pour trouver le vaccin pour le paludisme. On ne va pas attendre que la France le fasse pour nous parce que ça ne les affecte pas. Et de toute façon, ils sont là pour protéger leurs citoyens. Donc, du coup, j'ai tellement de discuter avec cet argument parce que un argument de classisme, c'est un argument de mes citoyens payent mes impôts, c'est à moi de les protéger et j'ai une responsabilité envers eux. Et c'est la même logique qu'on doit appliquer vers nos gouvernements. C'est à eux de trouver la solution. Mais quand je dis que le vaccin du palu a pris 10 000 ans à être trouvé parce qu'il tue des populations noires, c'est aussi ce que je veux dire. C'est que quand ça ne tue que des populations noires et que malheureusement tu nous laisses pour nous gérer nous-mêmes, ça prend 10 000 ans parce que ça ne fait pas partie justement des priorités de nos autorités politiques. Après, il y a plusieurs raisons. Il y a le manque de volonté politique, mais aussi le manque de ressources, de laboratoires, etc. Je pense que le corps médical n'a pas tout ce qu'il lui faut pour pouvoir être efficace dans la recherche d'un vaccin. Mais ça aussi, tout ça vient du manque de volonté politique. Et même si le corps médical local n'est pas assez, on a une diaspora qui est très souvent connectée à nos gouvernements. Donc, si c'était une priorité pour ces gouvernements-là, ça t'a... Non, c'est ça que je veux dire. Tout vient de la volonté politique, parce que même les vaccins de Covid, là, les États africains sont en train de se réunir pour voir comment est-ce qu'en Afrique, on peut produire des vaccins, parce qu'en ce moment, on n'en produit aucun.
Et ce Ouais. fameux vaccin du palu, il a été développé à Oxford, quoi. Donc, c'est même pas en train d'être développé en Afrique ou par des Africains. C'est encore une fois des laboratoires étrangers qui sont en train de travailler dessus. Là, justement, ils ont fait des tests. Ils disent que les derniers tests étaient genre 77% efficaces. Puis ils ont testé sur des enfants au Burkina Faso. Et pourquoi des enfants, du coup? Est-ce que tu sais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mon hypothèse est qu'ils veuillent en Mhm. faire un vaccin tel que tous les vaccins qu'on a tous reçus pendant notre enfance pour que, Ah, dès le jeune âge, tu aies le vaccin contre le polio pour ne pas avoir à y penser à l'âge adulte. Parce que la polio, tétanos, machin, on fait tout ça quand on est enfant, quoi. Et puis, il y a seulement un certain nombre limité de vaccins qu'on renouvelle quand on est adulte, mais la majorité, on essaie de les faire en tant qu'enfant. Donc, en tout cas, on attend. C'est pas le premier vaccin contre le palu qui a été fait. Il y en a un autre qui avait été fait, qui avait été testé genre au Malawi, au Ghana et au Kenya, qui avait été moins efficace. Donc, pour l'instant, celui-ci, c'est le plus efficace qu'on ait vu. Il y a encore d'autres phases de test. parenthèse, ça fait 60 ans qu'on cherche le vaccin contre le paludisme. Et de ce que moi je vois, ça semble quand même assez actif comme recherche, entre guillemets. Donc, du coup, ça, c'est juste pour revenir rapidement à la COVID. On a 60 ans contre 1 an. C'est fou. C'est fou, mais j'ai envie de dire, on a 60 ans avec certains laboratoires Très qui peu de cherchent un ressources. vaccin contre 1 an avec le monde entier qui cherche un vaccin. Ouais, le président c'est un malgache là, avec son... C'est quoi? Sa boisson, là. Oui, oui, oui. Ah, on l'entend plus trop, hein. Mais en tout cas, par rapport à ce vaccin COVID, ou tous ces vaccins-là, ce qui est sera. Donc, dans 10 ans, on va entendre des vrais bails. On a juste la malchance d'être une génération cobaye. C'est aussi simple que ça. Et puis, si on veut pouvoir continuer de vivre avec un certain nombre de libertés et d'ouverture au reste du monde, on va devoir se faire vacciner et puis voir ce qui se passe. Si dans 10 ans, on a tous la bouche penchée, ben on l'aura tous. Et puis, ce sera juste un nouveau critère de beauté. Et puis, voilà. Le standard. Le nouveau Et standard. toi, ça Si pas la dans bouche 10 penchée ans, comment? on a tous 14 orteils. Ben voilà, on va faire des chaussures adaptées parce que ce sera le cas de tout le monde. C'est bon, c'est assez. On va passer au vif du sujet. J'ai hyper hâte pour le sujet qui arrive. Chers amis, vous avez sûrement déjà entendu parler, au moins, même si vous n'avez pas regardé. Déjà, nous-mêmes, on en a parlé dans le podcast et puis on en parle partout dans le monde, de la série sénégalaise appelée Maîtresse d'un homme marié. Série qui a commencé, si je ne me trompe pas, en 2019, qui a eu un succès incroyable dès ses débuts parce que c'était une des premières séries sénégalaises qui osait aborder un certain nombre de sujets qui étaient jusque-là un peu tabous, j'ai envie de dire, au moins dans les médias et puis dans les films, Ouais. etc. Tabou au point où ça a vraiment choqué, par exemple, les autorités religieuses locales. Il y a des gens qui voulaient censurer la série, il y a des gens qui ont marché contre la série, etc. parce que c'était une série vraiment ouverte, sans langue de bois. On parle de polygamie, on parle de sexualité, on parle de la place des femmes dans la société. C'est une série où il y a certains personnages féminins qui osent s'affirmer et ça dérangeait certaines personnes. Bon, je crois que c'était tabou dans la société sénégalaise. Oui, oui, oui. Mais dans d'autres sociétés, c'est le standard, quoi. C'est ça, tabou dans la société sénégalaise. Et justement, ce que j'allais dire, c'est ce qui était tabou dans la société sénégalaise qui a peut-être attiré la communauté à l'international parce que c'est une série qui finalement a eu un succès partout dans le reste de l'Afrique et même au-delà des frontières africaines. Et ça a ouvert un peu, j'ai envie de dire, la voie à plusieurs autres séries sénégalaises telles que Golden, Impact, Dérapage, etc. Parce que ça a montré aux gens que déjà l'industrie cinématographique du Sénégal, Sénéwood, produit de bonnes choses, a beaucoup de potentiel et puis ça nous ouvre juste à d'autres horizons. Donc, la 3e saison a commencé il y a 3 semaines environ et on a beaucoup de choses à dire. On aimerait faire un peu un petit debrief rapide de ce qu'on a vu de la 3e saison. Au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast, on est seulement rendu à l'épisode 5 de Maîtresse d'un homme marié. Donc, le temps que ça sorte, il y aura sûrement max 2 autres épisodes qui seront sortis, mais on ne les aura pas vus. Donc, on assume que les gens qui vont écouter cette portion, en tout cas, regardent la série. Donc, on s'est penché en fait sur la dynamique entre Jalika, Tahirou et Dalanda. C'est ça qu'on voulait regarder parce que c'est la thématique ou la dynamique centrale en fait de cette saison. Ce qui m'a marqué en général cette saison, c'est, je trouve en fait qu'il y a beaucoup de trous dans le scénario ou des développements de personnages qui manquent un peu de logique ou que l'évolution est trop brusque. C'est incohérent, complètement. Le personnage de Jalika, toi, je pense qu'on s'est parlé, tu avais relevé son habillement qui avait changé, mais moi, ce que j'avais plus relevé, en fait, c'est, si on retourne, en fait, au début de Jalika, c'était une femme qui souffrait dans son couple de violences psychologiques et probablement physiques, si je me souviens bien. Les deux. Et qui,
avait le cancer et qu'il a combattu. Et à la fin de sa maladie, elle était en mode, je vais croquer la vie et la vivre sans drame, quoi. Et là, on se retrouve en fait avec une Jalika qui est une femme smart. Elle est pas... Elle est mariée. Elle est mariée. Elle est mariée dans un foyer polygame et en même temps, elle est une femme soumise, mais en même temps, bad bitch, qui veut se fâcher. En fait, je ne cerne pas trop cette saison le personnage de Jalika parce que je pense qu'elle a le cul entre deux chaises, en d'autres mots. Je ne vois pas en fait où son personnage va aller finalement. Et l'autre que je voulais peut-être rajouter par rapport à Jalika, par contre, la personne, c'est que son jeu d'acteur est magnifique. Toi, tu voulais dire quoi? Son jeu d'acteur est magnifique. La femme, la même, est magnifique. Pour commencer. Facts. C'est juste trop de beauté. Je voulais dire, bon, je n'ai pas remarqué que son habillement qui change, mais si je peux faire une parenthèse rapide sur l'habillement, je pensais que j'étais la seule à l'avoir remarqué, et puis j'étais rapidement dans une room Clubhouse qui parlait de Maîtresse d'un homme marié, et puis apparemment d'autres personnes l'ont remarqué. Dans la scène, en fait, où elle a sa valise et elle veut quitter Taïrou, son habillement m'avait choqué parce qu'elle ne s'habillait pas comme ça avant, point. Donc, en termes de cohérence d'un personnage, normalement, il y a un styliste qui travaille sur la série qui dit tel personnage, voilà son style vestimentaire. Et vu qu'elle ne s'était juste jamais habillée comme ça dans le passé, j'étais surprise. Ça aurait peut-être été Marème Est-ce que tu pensais que ça marquait un shift dans son développement de personnage? Parce que, comme j'ai dit, elle passe, on dirait, de la femme soumise à, voilà, je me sens, quoi. Elle est restée bad bitch 42 secondes, et puis après, elle est redevenue n'importe quoi. Donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, en fait, j'ai remarqué que juste l'habillement, en fait, en général, dans la série, le niveau de stylisme, en fait, a juste baissé. Parce que je me rappelle très bien que les premières saisons de Maîtresse d'un homme marié, chaque femme, chaque homme, chaque personnage était tout le temps habillé à la pointe de la mode. Tu les regardais... En tout cas, Lala n'a pas changé. Hein. La femme, là, c'est porter le linge. Elle porte. Et même Lala, même si elle porte, tu remarqueras qu'elle met moins de grands boubous. Genre, avant Lala, quand Lala était à la maison, elle était toujours dans des grands boubous. Là, ça s'occidentalise un tout petit peu plus. Elle met peut-être des petites robes en dentelle, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la série, en général, soit il y a eu un changement de styliste ou moins de partenariat avec des marques, ou moins de budget alloué au stylisme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en général, et pas que les femmes en fait, j'ai juste remarqué que le level est un peu descendu par rapport à ce à quoi on était habitué, parce que je remarquais toujours ce que les gens portaient. Si on revient sur Jalika, oui, je vois beaucoup de gens qui observent de l'incohérence dans la manière dont son personnage se développe. Moi, ma piste est la suivante. Attends, avant que tu donnes ta piste, j'avais pas fini ma piste. L'autre chose que je voulais rajouter par rapport à Jalika, c'est que bien que son personnage soit incohérent, quand tu regardes sa structure ou son noyau familial, c'est cohérent. Quand je regarde son père, je me souviens plus son nom, mais bon, dans la série, il a été tué. Et quand on retourne dans la saison 1 et 2, en gros, je sais pas comment le dire, mais c'était un fuckboy, quoi. Un fuckboy en esti, tabarnak. Le gars, il sortait avec la pote de Jalika. Et en fait, c'était pas la première fois qu'il le faisait. Et de ce que je comprends de la série, c'est un truc que la mère de Jalika a dû gérer pendant tout son mariage. Et que Jalika, étant une petite fille, elle a probablement dû observer ou avoir en tout cas le ressenti de sa mère par rapport à ça. Donc, naturellement, quand elle grandit, c'est normal en fait qu'elle reproduise, qu'elle soit peut-être attirée par ce format d'homme. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Tu peux y aller avec ton point. Justement, je pense que ça, c'est un point valide parce que, oui, Taïrou, c'est un grand fuckboy et tout, mais il ne faut pas oublier qu'elle était quand même mariée à Biram. Hein. Biram, c'est pas la crème de la crème, quoi, pour commencer. Ce qui la rendait particulière, par contre, tout au long de la série, c'est que Jalika a toujours été une femme de principe. Elle avait des principes par rapport à tout. Non à la polygamie, non à l'infidélité, non aux violences. Est-ce qu'elle avait des principes ou elle était vraiment genre judgmental? Les deux, justement, parce qu'au-delà d'avoir des principes pour elle-même, elle jugeait beaucoup les autres. Et donc, justement, elle a eu beaucoup de problèmes avec Marème à l'époque parce qu'elle trouvait que Marème, c'était une maîtresse, etc. C'était pas bien. Et si je me mets en tout cas dans la tête des scénaristes et si j'essaie peut-être de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, j'ai l'impression que c'est une sorte de karma de dire, regarde-toi, la femme qui a toujours été celle qui a les plus grands principes, la moralité supérieure et qui juge tout le monde, regarde ce que la vie peut te faire malgré toi. Parce qu'elle vit cette situation malgré elle. Elle ne reste pas avec Taïrou parce qu'elle est 100% sûre où elle a envie. On montre des scènes où elle doute. Et puis après, elle se dit non, je vais rester. Et puis ce sont ces mêmes principes-là qui font qu'elle reste. Parce que dans une des premières scènes de la série, elle dit non, je vais m'imposer, je vais gérer ça, je vais rester parce qu'elle est un peu figée dans la manière dont elle réfléchit. Donc elle se dit, si je me suis mariée déjà, autant rester et puis voir ce que je peux faire de son mariage. Et deuxièmement, on voit aussi une femme hyper amoureuse.
C'est aussi simple que ça. Elle est folle amoureuse de Taïrou parce que si c'est pas l'amour, je ne peux pas comprendre ce qui peut te faire dormir dans une voiture toute une nuit parce que monsieur n'est pas descendu à un moment donné. Il faut avoir Et je pitié pense de que c'est ça soi-même. qui la rend, mon Dieu, ça ce sera l'épisode où Laurence va parler franglais, mais excusez-moi, hein. Mais je pense que c'est ça qui la rend un peu plus relatable parce que la situation dans laquelle elle est folle, mais je pense que toute femme ou tout homme qui a déjà été amoureux, mais bêtement, connaît en fait dans ça. Bon, la scène où elle dort dans la voiture, déjà, moi j'étais comme, t'as pas ton téléphone, t'as pas un Orange Money ou un MTN Money pour prendre le taxi. C'était un choix, selon moi. Oui, c'est un choix. Je trouvais ça tellement... C'était complètement absurde de dire qu'elle s'est endormie. Ok, mais même quand tu t'endors, tu n'es pas confortable dans la voiture, tu vas te réveiller à un moment donné au milieu de la nuit, te dire, ok, c'est clair qu'il ne va pas descendre, je vais rentrer chez moi. Et même si tu n'as pas l'argent sur toi, tu peux faire ce qu'on appelle arriver, payer. Tu arrives, tu dis au taxi, attends, tu vas prendre l'argent dans la maison, tu le payes. Donc, est-ce que tu penses que l'amour que Taïrou a pour elle et le respect qu'il a aurait été diminué si elle aurait cogné? Parce que je pense que c'est pour ça qu'elle est retournée dans la voiture, en fait. C'est qu'elle a peur de la façon que Taïrou va percevoir ça comme un manque de respect, au point carrément de se retirer d'elle. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, leur relation n'a rien de logique. Et puis même Taïrou, on va arriver sur lui après parce que j'ai ma théorie par rapport à lui. Mais je pense qu'elle l'a fait plus pour Dalanda que pour Taïrou. Dans le sens où elle est dans une situation de takusuf. Le takusuf, c'est un mariage qui se fait en cachette, mais là où les premières épouses ne sont pas au courant. Donc Dalanda n'est même pas au courant qu'elle existe encore. Donc si elle était une deuxième femme déclarée, elle aurait été dans son droit de venir taper à la porte et de dire c'est ma nuit, je viens chercher mon homme, qu'est-ce qu'il fait encore ici, pourquoi tu le retiens, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça aurait créé quelque chose de tellement gros. Peut-être qu'elle pensait un peu à Taïrou, hein, mais j'avais l'impression que c'était plus pour Dalanda, en fait, de se dire que, ok, ça reste une femme qui n'a en fait rien demandé dans cette situation. Donc, peut-être qu'il y a d'autres moyens pour qu'elle puisse la prendre. Interesting. Moi, j'avais vu ça de l'autre côté, que son union avec Taïrou et sa dynamique, la dynamique de sa relation avec Taïrou est seulement saine si Dalanda est heureuse, quoi. Et c'est dans ce sens-là qu'elle se comportait de cette façon. Peut-être. Et puis, je pense aussi que quelque chose qu'il ne nous rappelle pas assez, c'est que Dalanda, sa grossesse est à risque. Il ne faut pas la contrarier. Parce qu'apparemment, elle avait failli mourir quand elle avait été enceinte de ses deux autres jumelles. Il y a des fois, franchement, elles sont un peu bizarres. Mais qu'elle est enceinte de ses deux jumelles. Donc, elle devrait faire hyper attention à elle et tout. Maintenant, Taïrou, la majorité de la saison, pour l'instant, j'ai regardé avec ma mère et ma tante. Puis on se disait, mais Taïrou, en fait, c'est un fuckboy à quel point pour pouvoir faire ça? Parce que quand tu le regardes, si tu regardes juste à la surface, tu te dis, mais en fait, le mec, il est complètement machiavélique. Parce que quand tu le vois se comporter avec Dalanda, tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut ensuite retourner, se comporter de manière aussi avec Jalika? Tu essaies de comprendre en fait où est le problème, pourquoi il fait ça. Moi, je crois que c'est un polygame dans l'âme, parce que quand tu le regardes avec Dalanda, tu ne peux pas me dire que ce mec n'est pas amoureux. Pareil avec Jalika. Je sais même pas si c'est du fuckboyisme en fait, parce que quand je regarde les scènes avec Dalanda, de ma dépendante à celle avec Jalika, chacune des scènes, il est amoureux, c'est un partenaire idéal. En tout cas, franchement, quand je regarde la manière dont il traite chacune, la manière dont il drague Dalanda en ce moment, je dis yes, papy. Genre, les fleurs qu'on envoie à sa table, les petites attentions, machin. Et puis, tu vois même Dalanda qui est en train de retomber amoureuse, et je comprends à 100%. Il est peut-être amoureux des deux, mais je trouve que c'est un lâche. Parce que c'est un mec qui est... Il est incapable de faire face à la confrontation, même quand c'est lui qui a foutu la merde. Et tout a commencé justement quand il a marié Jalika. Parce que dès qu'il a su que Dalanda était enceinte, il a commencé à avoir des doutes. Il a essayé de dire à Jalika 1-2 fois que non, il ne pouvait pas la marier finalement parce que Dalanda est enceinte. Il ne l'a pas dit. Il a attendu de se marier. Quand ils ont fini de se marier, il lui a dit « Ça, c'est être un lâche. Et c'est être la pire des espèces. » Ensuite, c'est fou quand tu viens de te marier et ton mec te dit « By the way... » Pendant la lune de miel. Pendant la lune de miel. En passant, j'ai pas divorcé avec mon autre femme, donc bienvenue dans la polygamie, t'es ma deuxième femme. Et d'ailleurs, je compte pas divorcer avec elle. Surprise, yeah. Quoi? Et deuxièmement, quand je regarde la situation là, il y a des fois, je me dis, est-ce qu'il est amoureux des deux ou il est en conflit par rapport à son sens de la responsabilité? Parce que justement, vu que Dalanda porte ses enfants et les hommes africains, je veux dire, quand tu portes leur enfant, ils sentent une certaine responsabilité. En plus de ça, c'est une grossesse à risque que les docteurs lui ont dit de ne pas garder, elle peut perdre la vie, etc. J'ai l'impression qu'il se sent hyper responsable par rapport à elle, par rapport à ça. Après, dans ses actions, tu te dis, bon, c'est plus que de la responsabilité. Il en fait trop, en fait. Il en fait plus énormément.
Mais en même temps, Jalika, j'ai l'impression aussi qu'au début, quand il ne lui a pas dit assez vite que Dalanda était enceinte et tout, c'est parce qu'il était déjà engagé. Donc, tu voyais aussi le gars qui était en mode, j'ai pris un engagement, la fille, elle a déjà fait son enterrement de vie de jeune fille, tout est planifié, j'ai déjà parlé à la famille et tout, je ne peux pas maintenant gâter le mariage maintenant. Donc, au-delà de son potentiel polyamour et du fait que c'est un fuckboy en esti, j'ai aussi l'impression de voir un homme à cheval en fait entre son niveau de responsabilité pour chacune des femmes. Est-ce qu'il est responsable dans ce comportement? C'est ça la question. Non, justement, en essayant justement d'être responsable, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout. La vraie responsabilité aurait été de choisir une des femmes parce qu'il sait que ce sont deux femmes qui ne veulent pas la polygamie. Si au moins les deux voulaient la polygamie, il aurait pu essayer. Mais la responsabilité aurait été de dire je fais mon choix. Dans les deux cas, je serai malheureux parce que je perds une femme que j'aime beaucoup. Et puis, j'informe chaque personne et puis on y va. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce mec. Il m'énerve. L'autre chose que j'avais constaté sur Taïru, pour moi, en tout cas, il donne l'apparence d'être un ange. Et je pense que c'est aussi une critique peut-être de nos sociétés où tu ne peux pas nécessairement juger quelqu'un par ses apparences, il a un bon travail, voilà, c'est le mec gentil, classe, et derrière, il fait du sale. Donc, en fait, ce que je constate dans Maîtresse d'un homme marié, plus je regarde, plus je suis comme, Biram est pas si mal, alors que c'est lui qui est caractérisé comme la pire des personnes. Et moi, j'ai toujours aimé Biram. Le contexte, c'est pas le pire en fait. Avec Biram, tu n'as jamais de surprise. Il est vrai, c'est le plus honnête de tous. Le plus honnête. Il n'est pas bien dans ce qu'il fait, mais il est honnête. Il est lui, il est donc, vrai. quand Biram fait quelque chose, tu n'es jamais surpris. Tu te dis bien sûr que Biram a fait ça. Mais gens comme Taïru, là, c'est les pires. J'ai un débat à lancer rapidement. Entre Tristan Thompson de Khloé Kardashian et tu vois, Tristan Thompson, pour moi, c'est un Biram. Tu peux pas, Tristan Thompson ne va pas tromper quelqu'un encore et puis vous allez être surpris. Il y avait ça faisait les manchettes, comme tu vas me dire récemment que il a encore trompé Chloé. Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi? Genre, c'est un Biram, ce mec. Accepté. Et puis finalement, j'ai l'impression que je ne veux aucun des deux, quoi, parce qu'à la fin de la journée, non, tous ces types d'hommes-là, on les laisse dans la street, hein, franchement. Donc, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que cette saison, je trouve qu'en tant qu'auditrice, mon expérience est différente. Je comprends qu'on a besoin de pubs pour financer la série et tout. Mais là, en fait, je constate que le temps de l'histoire ou, en fait, de la série même, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'était 10 minutes, en fait, de contenu qu'on nous donne et que le reste, c'est inondé de pubs. Je pense que je me suis habituée à leur style de sponsoring, de publicité. J'y prête moins attention. Mais c'est vrai qu'à la fin de chaque épisode, je peux compter sur le bout des doigts les avancements réels qu'il y a eu dans l'histoire, en fait. Et ça devient un peu frustrant quand même parce qu'on est au 5e épisode, on aurait aimé qu'il y ait des choses qui se passent. Est-ce que toi, tu as une idée de la direction du scénario? Non, pas du tout. Mais j'ai envie de dire, même si c'est ce qu'ils font, ils peuvent quand même écrire une bonne base, en fait, avant d'attendre nos réactions. Parce que là, on n'a pas de quoi réagir pour l'instant. On a juste le désordre qui se passe avec Jalika, etc. Mais on n'a pas assez de base pour réagir. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont complètement délaissés quand ils devraient être au centre de l'histoire. Le fait qu'on n'ait pas entendu parler de Raki et de Mustapha pendant 2 épisodes, pour moi, ça n'a aucun sens. La 2e saison de Maîtresse d'un homme marié, ils ont voulu prendre un aspect un peu policier avec ce meurtre-là de Bakary, qui était le père de Jalika, avec le fait qu'il y avait des enquêtes tout le temps, etc. Là, Raki et Mustapha sont recherchés quand même par la police, mais on n'en parle pas tant que ça. Et même dans le quotidien de ceux qui sont restés à Dakar, il y a eu peut-être un épisode, c'est le dernier épisode, où on en a parlé vite fait quand Jalika a vu la maman de Raki. Mais sinon, à part ça, on n'en parle pas, alors que c'est majeur. Après, tu as d'autres trucs comme... Ok, peut-être qu'ils ne veulent plus travailler avec Halima Gadji à cause de tout ce qui se passe, mais on ne va pas oublier qu'à la fin de la 2e saison, on a découvert pour ceux qui ne la connaissent pas, on parle de Marem. On parle de Marem. On ne peut pas oublier qu'à la fin de la 2e saison, on a quand même découvert que Marem et Jalika étaient sœurs. Donc, il y a plein de pistes qui sont lancées quelquefois et puis... Elles ne sont pas développées. Ils ne sont pas développées du tout. Le point que je voulais quand même mentionner, c'est aussi en termes d'évolution de caractère. Comment tu vois le caractère de Dalanda cette saison? Parce qu'en fait, il y a une transition que je ne comprends pas. C'est comme si elle a perdu tout aspect critique. Dalanda, c'était la femme aussi de principe. Elle décide de prendre à la lettre. Voilà. Elle prend à la lettre tout ce que Taïru lui dit. Chaque fois qu'elle a des doutes, il joue avec elle, lui dit mais prends ton téléphone, réponds, tu vas voir. Ou prends la clé, va voir. Ça, par contre, c'est une méthode. Bon, c'est vrai que c'est une méthode de feu. Mais j'ai envie de dire, Dalanda, vas-y. Je vais faire ça la prochaine fois que je suis dans une situation où quelqu'un ne me fait pas confiance. C'est le jour où tu vas tomber sur quelqu'un qui n'a pas peur de la honte. Tu vas dire envoie. Et tu vas dire donne. Là, tu vas voir. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à Dalanda, c'est que non seulement c'était la plus rationnelle, mais c'était aussi celle qui avait un système de support qui lui ressemblait.
Parce qu'en fait, des fois, je trouve qu'il y a des personnages qui ont des systèmes de support qui vont à l'encontre de ce ils veulent faire, comme par exemple Jalika et sa mère. Ouais? Alors Ouais. que pour Dalanda, elle avait une amie qui réfléchissait comme elle. Sa sœur. C'est sa sœur, Mhm. l'avocate? Regina, c'est sa sœur, ouais. Ah, tiens, Et je tu savais vois, même ça fait partie du désordre des scénaristes, parce que c'est seulement à la fin de la saison 2 que tu comprends qu'elles sont sœurs. Tu Elles vois, sont j'avais... sœurs. Mm. Donc, du coup, en fait, ce personnage-là qui était central dans la saison passée, dans la relation ou le supposé divorce entre Amanda et son mari, là, maintenant, elle est en train de vouloir gérer Lala et son cas. Donc, c'est ça que moi, j'ai pas compris. Et en parallèle, la scène où la sœur de Taïrou est en train d'ensorceler Dalanda, Ouais. je suppose que c'est une tentative pour expliquer le changement de Le comportement. comportement. Parce qu'avant ça, moi, je comprenais rien de ce qui se passait parce que j'avais cru comprendre dans la saison 2 qu'elle voulait partir de toute façon. Après, bon, quand tu regardes comment Taïro essaie de la reséduire, je peux comprendre qu'elle soit retombée pour lui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Même le fait que Mamie soit restée amie avec Dalanda, c'est bizarre. Parce que Mamie, qui est la pote de Jalika, avait fait appel à Dalanda parce que son baby daddy refusait de reconnaître son enfant et la battait. C'est vrai, hein, la scène où elles mangent ensemble, ça Et tout m'a... d'un coup, elles mangent ensemble. Je dis, mais d'où vous mangez ensemble, mamie, quand tu es la meilleure amie de Jalika? Et tu sais que c'est un peu la rivale de ta meilleure amie. Pourquoi vous mangez Et du ensemble? coup, même son gars est OK, du coup, qu'elle garde enfant, en fait. Ouais, ils ont frôlé ce sujet vite fait. Dans une discussion où elle était au bord de la piscine avec Jalika, elle dit, oui, écoute, depuis maintenant, c'est lui-même qui appelle pour prendre des nouvelles de l'enfant et tout. Et même ça, j'ai trouvé bizarre parce que le gars, il avait agi comme la pire des ordures. Et en plus de ça, il l'avait battu. Donc, même s'il appelle pour prendre des nouvelles, c'est bizarre qu'ils soient en bon terme, en fait. Et sans compter que ce gars-là, pendant qu'il faisait tout ça à Mamie, il draguait aussi la bonne amie de Dalanda, qu'on n'a jamais revue. Hein. Depuis beaucoup d'épisodes, elle, on l'a jamais revue. Genre, la série est bien et tout, mais franchement, je trouve qu'au niveau du scénario, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux faites. Ouais, non, ça c'est clair. Et je pense que c'est vraiment un peu plus... Ça s'accentue, en fait, ça s'empire de saison en saison, en fait. Parce que là, il y a trop d'incohérences. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de direction, en fait. Et ça se... Ça... Autre personnage aussi que je pense qui vaut la peine d'être mentionné rapidement, c'est le développement du personnage de Lala, qui est aussi très particulier. Je ne suis pas trop sûre de comprendre ce qu'ils veulent faire de son personnage pour l'instant, mais elle est devenue une vraie folle insécure, quoi. Parce qu'elle a quitté son mariage en mode « Ok, écoute, cher, tu m'as jamais aimé et tout, tu veux me faire souffrir, moi je suis indépendante, je te laisse. » Mais je comprends même pas la transition, en fait, aussi. C'est ça, parce que je me dis, ok, d'accord, elle veut faire la femme indépendante et tout, machin, mais dans les interactions que tu la vois avoir avec le reste du monde, je sais pas comment ils développent leur personnage, mais dans les premières saisons, Lala, c'est quelqu'un qui, quoi que tu dises, qui est très respectueuse. Elle est douce, respectueuse, grande dame, quoi. C'est une grande dame et elle est respectueuse. Elle n'est pas respectueuse juste en apparence, mais elle respecte les autorités, que ce soit religieuses, que ce soit le droit d'aînesse, etc. Elle respecte. Et quand tu la vois... C'était surtout quelqu'un qui avait beaucoup peur du jugement des autres. C'est ça. Et là, en fait, c'est... Là, c'est n'importe quoi. La scène où elle a crié sur la mère de Cher, qui a toujours été de son côté, qui l'aime plus que ses propres enfants, c'était juste out of character, comme on dit. C'était juste, ça n'avait aucun sens. Qu'elle crie sur Cher, ok, mais quand elle a crié sur la maman, je dis, ça n'a absolument... Genre, je ne comprends pas. On dirait pas la même personne. Parce que c'est comme si les valeurs même de la personne ont changé. Il y a peut-être des philosophies différentes dans le divorce, de la même façon que les gens qui se marient vont dire « Ah, quand je marie toute la famille. » Peut-être de sa perspective, quand je divorce toute la famille, mais je pense pas que c'est la meilleure manière de divorcer sa famille, surtout quand c'est un allié, en fait. Moi, ce qui, franchement, m'énerve, c'est qu'on ne parle jamais... Vraiment, des fois, j'ai pitié des pères, hein. J'ai vraiment pitié des pères, parce qu'on ne parle jamais des droits d'un père. Et parce que Lala, elle fait n'importe quoi, elle empêche Cher de voir son enfant, alors qu'en tant que père, on n'a rien à lui reprocher. C'est ça, en fait. Et je trouve que beaucoup de femmes confondent un bon papa avec un bon mari. Je considère, en fait, que tu peux poser un jugement sur quelqu'un en sa qualité de mari, mais il est un très, très bon père. Je pense que dans le cas de Cher, dans la série, en tout cas, de ce que on nous a montré, il gère sa famille financièrement, il passe du temps avec ses enfants. Donc, du coup, dans le divorce... Je ne vois pas pourquoi Lala empêche Cher de voir ses enfants, surtout la plus grande. Mon opinion est plutôt qu'il n'y a pas forcément confusion entre le rôle du mari et le rôle du père. Il y a manipulation, parce que justement, les femmes savent qu'un des meilleurs moyens pour faire mal à l'homme qui leur a fait mal, c'est de les empêcher de voir leur enfant. J'ai l'impression que c'est plus de la manipulation qu'autre chose. Parce que quand Lala empêche Cher de voir leur fille, c'est pas parce qu'elle pense qu'il va mal s'occuper de lui, c'est parce qu'elle est en mode non, je veux pas. Parce qu'elle sait que ça va lui faire mal. Et c'est le seul moyen qu'elle a de lui rendre en fait tout ce qu'elle ressent. Nombre de femmes qui empêchent le père de leurs enfants de voir l'enfant parce qu'elles savent que c'est le seul moyen de pression en fait.
qu'elles ont contre eux, c'est parce que Pression, c'est de la pourquoi? C'est manipulation. ça, en fait, que moi, je ne comprenais pas dans la série et que la mère de Cher le lui a rappelé. C'est que tu es parti de ton plein gré. Si tu voulais le traiter ou le faire souffrir dans le mariage, tu aurais pu le rester, le traiter comme tu voulais, en fait. Mais tu es parti de ton plein gré. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu reproches à Cher après le divorce? Dans le mariage, je comprends ce qu'elle lui reproche. Mhm. Le divorce, il a fait quoi? Il n'a rien fait après le divorce et c'est justement là où je pense qu'on a mal développé son personnage. Mais quelque chose qu'il a peut-être fait, j'ai l'impression que c'était très subtil, mais qu'ils ont quand même assez montré que Lala a divorcé, pas parce qu'elle voulait partir pour de bon, mais parce qu'elle pensait que Cher allait la rappeler. Il y a eu des moments où j'ai eu cette Oui, impression et je oui. pense que là, elle est juste Elle voulait partir en frustrée. premier, en fait. Voilà, elle voulait partir en premier, la tête haute, comme une grande dame, etc. Et elle pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, il allait dire reviens. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est frustrée justement parce qu'il n'est pas en train de la rappeler. Et elle se rend compte que la décision qu'elle a prise là, ça va être sur le long terme et qu'elle va rester une femme divorcée. Et dans sa situation, du coup, elle a perdu son mari qu'elle aime. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle aime Cher. Elle a perdu du coup sa situation en tant que femme mariée, le cocon familial et tout. Elle a aussi perdu sa meilleure amie qu'elle a accusée de tous les noms, d'avoir essayé de faire toutes sortes de choses. Et je pense qu'elle est plutôt frustrée du fait qu'ils ne veulent pas la reprendre. Et donc, elle est fâchée. Et elle veut juste lui faire mal. Ouais, je trouve juste que franchement, ça passe pas par tes enfants, quoi. Surtout quand tu as des enfants assez âgés pour savoir ce qui se passe. Je suis sûre qu'on peut trouver d'autres choses, on peut continuer de parler, mais on va s'arrêter là, sinon l'épisode va être trop long. Je vais parler de l'imam là, mais on va attendre que ça se développe parce que... On a qu'à se développer un peu parce que... Personne n'est à l'abri, en fait. Un autre fuckboy, un vieux comme ça. Parce que, en fait, la leçon que moi je retiens de tout ça, c'est que tu sois respectueuse, que tu sois belle, que tu sois soumise, que tu sois une femme de carrière, mon frère, on va te tromper. Quoi? En fait, c'est ça. Tu vas faire quoi? En fait, c'est comment est-ce que du coup tu décides de gérer ça? De gérer, c'est vraiment ça. Et ce qui est marrant, c'est que malgré l'universalité de la tromperie, malgré le fait que ça ne date pas d'hier, c'est marrant de voir que les femmes n'ont toujours pas trouvé le moyen de gérer ça. Quand tu regardes la série, il n'y a aucune des femmes qui arrive à gérer, qui a un couple qui s'en sort parce qu'elle arrive à trouver le moyen de cohabiter du coup avec cette réalité-là. Je trouve qu'une perspective qui serait peut-être intéressante à explorer, c'est qu'il renverse le décor. Je ne suis pas du genre, si une femme subissait un homme, doit le subir, mais je suis intéressée à voir comment, dans la société sénégalaise, les hommes sénégalais gèrent ça. Si les scénaristes nous écoutent, ou bien si ceux qui nous écoutent connaissent les scénaristes, dites à Calista, qui est la scénariste en chef, qu'elle n'a qu'à rendre un des hommes la cocu. On va voir ce qui se passe un peu. Ça nous intéresse. Ouais. En tout cas, on attend de voir comment ça évolue. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on laissait passer dans les premières saisons parce qu'on se disait « Ah, c'est une production à petit budget, c'est du local, etc. » Mais j'espère qu'ils comprennent que c'est devenu une série internationale qui passe sur de grandes chaînes, etc. Il y a des choses qui ne peuvent plus se permettre de faire. Il y a des incohérences qui ne peuvent plus se passer. Et j'en vois tout le temps et je pense qu'il faut qu'ils aillent. C'est des choses qui ne sont même pas liées au budget ou quoi que ce soit. Quand tu vois Philly qui a tourné 2 scènes qui sont censées être 2 jours différents, mais qu'elle a tourné au même endroit dans le même habit. Ah ouais, j'avais même pas capté. Ah, c'est le même habit. Je dis, mais attendez. Donc, attends, l'amour ne peut pas remixer ses habits en paix? Non, pas au même... C'est une série. C'est une série, s'il te plaît. Non. On peut voir deux fois dans le même. Elle a des problèmes d'argent, donc peut-être ces choses seraient... Anyways, ils n'ont qu'à gérer ça quand même, parce que ça, c'est juste une question d'organisation et tout. That's so funny, j'avais même pas remarqué. C'est le premier truc que j'ai remarqué, et limite, j'étais perdue, je dis, mais attends, on est où? Parce que le problème, c'est que c'est des trucs qui ont l'air esthétiques, mais ce sont des choses qui permettent de situer les scènes dans le temps. En tout cas, on va passer au divers. On va passer au divers, ouais. Donc, passons au divers. La 95e cérémonie des Oscars a eu lieu, je pense que c'était en fin avril. Hein? Les Oscars, dans les années précédentes, avaient été critiqués comme étant trop blancs. Donc, il y avait le fameux hashtag So White. Et cette année, voilà, les Oscars n'étaient pas, c'était pas not so white, quoi. C'était pas si blanc que ça, quoi, finalement. Ouais, il y avait plus de mélanine que d'habitude, notamment Daniel Kaluuya, qui a gagné pour le meilleur acteur dans un second rôle pour le film Judas and the Black Messiah. Ce que j'ai trouvé intéressant cette fois-ci pour cette cérémonie, c'est que les Afro-Américains ont gagné dans une diversité de catégories et qu'il y avait quand même quelques premières. Donc, une des premières victoires afro-américaines, c'était celle de Nia Wilson, qui est la première afro-américaine à gagner dans la catégorie hair and make-up, coiffure et maquillage. Ok, pas mal. Et en termes de... Enfin, moi, j'ai pas trop suivi, là, mais en termes de gens un peu africains, il y avait d'autres personnes? Oui,
Oui, il y avait le documentaire. Ça, c'est la première production Netflix à avoir gagné un Oscar. C'est une production, un documentaire qui a été tourné en Afrique du Sud. Donc, ça s'appelle La sagesse de la pieuvre, qui raconte l'histoire d'amitié entre un apnéiste et une pieuvre, en fait. Dès que j'ai lu le titre, j'ai juste dit, je ne suis pas l'audience, en fait. Et j'ai directement su les non mélaninés qui avait gagné en fait. Pourquoi je dis ça? C'est je suis tellement fatiguée des êtres non mélaninés qui toujours filment où ils font des câlins à des se lient d'amitié avec des crocodiles, des singes. On voit dans King Kong une femme blanche qui tombe amoureuse d'un gorille ou je sais pas trop quoi. MDR. Là, il y a l'amitié avec les pieuvres. Mais dans tout ça, ils ont toujours peur de nous. Donc, voir l'homme noir comme votre égal vous dépasse. Mais pieuvres, là, c'est ça que tu as décidé de lier d'amitié en Afrique du Sud, s'il te plaît. MDR. Attends, mais les protagonistes sont mélaninés ou non mélaninés? Genre les personnages. Ah, toi-même, quand tu réfléchis, est-ce qu'un être mélaniné peut lier d'amitié avec la pieuvre, mon frère? Oh, Jesus. La pieuvre. Je trouve que quand ils font leur truc où les êtres humains tombent amoureux de créatures, soit ça passe ou ça casse. Il y a une fois où je trouvais que c'est super bien passé. C'était, je pense que c'est un film qui a gagné des Oscars, si je ne me trompe pas, The Shape of Water. Ça, je trouve que quand tu regardes le truc, tu peux comprendre comment la fille tombe amoureuse de la créature bizarre qui est dans l'eau. Parce qu'en fait, elle n'est pas stable mentalement. C'est peut-être pour ça que tu comprends. Mais la majorité du temps, ça passe juste pas. C'est juste bizarre. C'est aussi le genre de films qui sont tellement susceptibles d'attirer l'attention de l'Académie des Oscars. En tout cas, j'ai juste trouvé intéressant que dans le contexte sud-africain avec l'apartheid, les cas de racisme, de ces pays, que lui, là, il décide de se lier d'amitié avec Pieuvre, quoi. Et que ça devient tout un documentaire. C'est peut-être un fait réel hein, qui a le mérite d'être raconté. Mais j'ai juste trouvé ça intéressant que ça ait gagné un Oscar, que ce soit une production Netflix. Donc, voilà. Mais de manière objective, rapidement, bon, moi, je n'ai pas regardé. Est-ce que tu as vu des extraits? Parce que le truc avec ce genre de choses, c'est que ça, quand j'imagine la mise en scène, ça peut être très bien filmé. Genre le gars dans l'eau, comment il montre les émotions qu'il a avec la pieuvre, ça peut être très beau à voir en fait. Je pense que ce serait très très difficile pour moi d'apprécier en tout cas le contenu du film. Maintenant, la façon que c'est filmé, les angles et tout, apprécier, mais déjà regarder National Geographic, c'est pas mon truc. Donc je pense que le film est quand même dans ce style. D'accord. Dans ce style. Moi, j'aime les êtres humains et j'encourage les personnes non mélaninées à aimer les êtres humains. Point. MDR, est-ce que tu as d'autres points? Les êtres humains d'abord. Il faut aimer les êtres humains d'abord. C'est ça que je veux dire. Oh. Après, vos chiens, vos chats là et tout. Il n'y a pas de problème, le message est passé. Du coup, est-ce que tu as d'autres trucs par rapport aux Oscars? Non, c'est tout ce que j'avais à dire sur le coup. Et on peut passer à notre dernier divers. Le dernier divers nous vient du Zimbabwe. Donc déjà, pour introduire ça, il y a beaucoup de contenu ou d'articles en tout cas autour de la dette africaine, du renouvellement de prêts de plusieurs pays, de Chine, Afrique, de blablabla. Je sais que j'en avais parlé à Isata plus tôt, mais c'était trop complexe. C'est pas le sujet le plus intéressant à aborder. Par contre, je constate en fait que chaque pays africain est en train de gérer ce problème de dette à sa manière en fait. Justement, ça nous amène au Zimbabwe, qui fait vraiment preuve de créativité en fait. Donc, pour la petite histoire, les autorités du Zimbabwe ont annoncé la vente de permis de chasse pour tuer 500 éléphants. Et en fait, ils considèrent en fait que cette vente-là va permettre de compenser les pertes de revenus touristiques complètement absurde. Causé par la COVID. Et en fait, c'est aussi une façon pour eux de contrôler la population d'éléphants, mais en vrai, là, c'est vraiment... Genre, ils ont trop d'éléphants? En fait, le Zimbabwe a la plus grande population d'éléphants. Mais est-ce que c'est trop? Parce que même si la population est grande, s'il n'y a pas un surplus, c'est complètement con quand genre, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Quoi. C'est pour calmer, je pense, des ONG qui parlent de contrôle de population. Mais en fait, entre nous, on sait que c'est pour avoir plus de revenus, surtout en considérant qu'avec tout ce qui se passe au Zimbabwe et la pandémie, ils sont 17 milliards en dette. Je fais pas partie de ceux qui sont trop à fond sur les animaux et tout, mais c'est quand même horrible d'entendre dire qu'ils vont tuer toute une partie de leur faune juste pour rembourser une dette parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer leur déficit budgétaire. Gérez-vous, vous ne pouvez pas tuer vos éléphants et tout. Quand ces éléphants-là, je suis sûre, ramènent des revenus touristiques. Parce que s'ils ont la plus grande population d'éléphants, ils ont sûrement des parcs d'animaux, etc. Oui, exact.
Surtout que ces éléphants-là, il y a quelques années, étaient en voie d'extinction. Extinction, en plus. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est les prix. En fait, c'est 500 éléphants pour 70 000 $ américains chaque. Donc, on parle de 35 millions. En fait, ça m'étonne que les organisations internationales ne soient pas... Non, les gens se plaignent, bien Ok. évidemment. Par contre, en fait, c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient déjà vendu des éléphants, même à la Chine, à Dubaï, bien évidemment. Dubaï, des choses bizarres, cheloues. Et ils avaient déjà fait ça pour générer des revenus. Donc, Question, ils les vendent ou ils les tuent? c'est ça, j'y arrive. Donc, ils avaient déjà vendu par le passé et ils avaient aussi déjà dû donner plus de permis de chasse pour justement tuer. Du coup, je ne sais pas si avant c'était 500. En tout cas, le chiffre semble considérable. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé un peu rigolo, c'est que pendant que d'autres exportent le pétrole, d'autres exportent éléphants, quoi. Je te jure, on n'a pas les mêmes soucis. Pas du tout. Donc, c'était ça pour le Zimbabwe. Donc, on va dans ce cas finir en douceur avec nos crushs musicaux. Oui, tu commences? Oui, je peux commencer. Alors, je pense que mon crush musical sera sans surprise. Pour toute personne qui écoute le podcast depuis la saison d'avant, c'est très clair que vos deux copilotes sont très fans de Damso. Donc, comment faire un épisode où mon crush musical va pas être Damso quand il vient de sortir la réédition de son album? Impossible. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le 28 avril, Damso a sorti une réédition de son album QALF qui s'appelle QALF Infinity. Et donc, il a rajouté 10 à 11 chansons sur l'album. J'ai envie de dire, c'est comme un deuxième album carrément, quoi. Il y a assez de chansons pour faire un deuxième album. Moi, j'ai adoré. J'ai écouté, je pense que j'ai aimé chacune des chansons, en fait, dans la réédition. J'ai peut-être 2 coups de cœur, mais j'ai envie de dire, ce ne sont pas mes coups de cœur parce qu'elles sont meilleures que les autres. C'est juste qu'il se trouve que je les ai peut-être écoutées un tout petit peu plus. Mon premier coup de cœur, c'est Passion. Pourquoi Passion? Parce que je trouve que c'est vraiment une chanson où tu as accès un peu à la vulnérabilité de l'artiste, où il te raconte comment il a vécu le fait de devenir quelqu'un qui a du succès dans l'industrie de la musique. Et je trouve ça intéressant. C'était très posé. C'est comme s'il te raconte une histoire, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect. T'as pas eu l'impression que dans la nouvelle partie qu'il a rajoutée dans l'album, il se plaignait trop? Il y avait quand même au moins 3-4 chansons où il se plaignait. Et je suis en mode, OK, je comprends bien évidemment que tu n'as pas choisi nécessairement d'être aussi populaire que tu l'es. Mais en même temps, je ne sais pas si en France, l'environnement est pareil à Hollywood où tu as des paparazzis partout. Genre, si tu veux avoir une vie tranquille, tu peux l'avoir en France ou en Belgique. Je pense que tu as raison dans le sens où l'industrie n'est pas la même, où vraiment Hollywood, tu n'as même pas droit à la vie. Mais ça ne change pas que ton quotidien ait changé. Point. Donc, si tu es quelqu'un qui aime ton calme, le simple fait d'être sous le feu des projecteurs et en plus de ça, d'avoir ta musique qui se fait critiquer un peu partout. Ça doit être difficile à vivre en tant qu'artiste parce que tu y mets tout. Et puis, parce qu'il parle beaucoup de solitude, tu vois. Oui. Et en fait, il relie toujours sa célébrité au fait que la célébrité le force à être seul. Si on regarde ta carrière, t'aimes être seul en fait. C'est moi qui déconne. Il est tellement introverti, même quand j'écoutais son documentaire quand il est allé au Congo. C'est un gars qui est sociable malgré lui, mais qui préférerait mettre ses écouteurs et vivre sa life, quoi. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le documentaire. Je pense qu'il y a des nuances dans la solitude. Il y a la solitude de je choisis d'être seule, de rester à la maison, etc. Et puis, dans les quelques liens que j'entretiens avec les gens, tout se passe bien. Et la solitude, justement, de je choisis d'être seule et tout, mais dans les liens que j'essaie d'entretenir avec les gens, j'ai du mal à avoir des relations vraies parce que ma célébrité joue un rôle là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qu'il vit en ce moment, ou peut-être que les liens qu'il essaie d'avoir ne sont pas tout le temps vrais, quoi. Puis l'autre chanson que j'ai beaucoup aimée, c'est Morose. Je pense que Morose, je l'écoute en replay tout le temps. J'aime beaucoup. Il y a une partie vers la fin où il y a un solo. Je ne sais pas si c'est le saxophone ou quoi, mais il y a un beau solo instrumental que j'adore. Enfin, je sais pas, j'aime juste la vibe de la chanson en général. Les paroles sont pas tout en très halal. Je l'ai écouté, j'étais en train de jeûner. J'étais comme, wouh, c'est affreux-là. Tu dis quoi? Mais voilà, c'est ça mon coup de cœur musical. Mais en tout cas, la réédition au complet me plaît, mais c'était mes 2 chansons clés. Ok. De mon côté, déjà, il y a plusieurs albums qui sont sortis. Je pense qu'on a déjà parlé de celui de Damso. Il y avait celui de Kenny qui est sorti, que j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment écouté quand même beaucoup de musique. Mon crush, c'est un artiste ougandais que j'ai découvert, je pense, dans une playlist là. Il s'appelle Fik Famika. Ok. Donc, le son s'appelle Love Love. J'ai vraiment aimé la vibe. Et je pense que ça nous change des artistes nigérians, belges. Et voilà, j'essaie d'explorer l'Afrique de l'Est un peu plus.
et bien évidemment d'Afrique du Sud. C'est un artiste qui est assez nouveau et j'ai hâte en fait de voir ce que ça donne. C'est toujours dans la même vibe de Omalé que j'aime bien. D'accord. On va écouter ça et puis on va voir. Ceci marque la fin de notre long mais chic épisode. Oui, vous pouvez nous suivre sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur Apple Podcast. Je vois que les gens donnent 5 étoiles, mais vous ne donnez pas les commentaires. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Le compte s'appelle Affairage Airways. Sur Facebook, ça a le même nom. Et aussi sur Google Podcast, je viens de voir qu'il y a une option pour suivre des podcasts. Donc, je pense que ça fait le tour. On a de plus en plus de personnes sur Deezer qui nous écoutent. Je ne sais pas si on peut follow là-bas, mais voilà. Faites ce qu'il y a. Suivez-nous partout où vous pouvez et puis continuez de nous écrire pour nous donner vos impressions sur les épisodes, des affairages que vous avez vus de vos côtés. Et les chansons vont être rajoutées à notre playlist qui est disponible sur Apple Music et Spotify, qui s'appelle Coup de cœur Affairage Airways. Voilà. Madame. Et voilà, donc sur ce, déjà la dernière fois, quelqu'un m'a écrit pour me dire qu'on ne dit pas tablette de nourriture. Donc je vais essayer de... Redis. Elle m'a dit quoi? De bien, Elle va venir te taper. de bien vous faire atterrir. Mais c'est quoi le terme du coup? Aucune idée. Alors là... Attends, t'as corrigé, t'as pas donné l'alternative? Je pense que pour que je connaisse l'alternative, il faudrait que je prenne l'avion. Donc je vous invite à sponsoriser mon prochain voyage. J'ai plein de destinations en tête. Juste dites-moi où vous voulez m'emmener. Ton deuxième vaccin, là, il faut d'abord prendre ça. On est nous contaminés ici. Relevez le dossier de votre siège, rangez la tablette qui est devant vous, portez bien votre masque, attachez vos ceintures et préparez-vous pour l'atterrissage.